Je le dis souvent à nos collègues qui sont députés. Ils sont nombreux. Près de 30% des effectifs de l'Assemblée sont constitués donc d'enseignants. Et je leur dis souvent, nous, on ne doit même plus poser de revendications. C'est vous qui devez maintenant porter nos revendications. Mais je leur dis, rappelez-vous, dans quelques années, peut-être dans 5 ans maximum, vous allez revenir et vous serez encore avec nous. Si vous avez un comportement, en tout cas, d'indifférence vis-à-vis de vos collègues, ce sera difficile de réintégrer le corps. Il faut penser à cela. C'est pourquoi je pense que nous, enseignants, nous devons faire la part des choses entre la politique et le syndicalisme. Il ne faut jamais penser que le syndicat est là pour se battre contre un régime. Il ne faut jamais penser que le syndicat est là pour se battre pour un régime. Nous nous battons pour donc les intérêts matériels et moraux de nos membres. C'est tout. Quel que soit celui qui incarne l'État, si nous avons des doléances, nous les mettons sur la table. Si elles sont satisfaites, tant mieux. Si elles ne sont pas satisfaites, on engage le bras de fer. Ça a toujours été comme ça et ça ne va pas changer. Ceci étant dit, vraiment, je voudrais revenir un peu sur les points de revendication que nous connaissons tous, hein, et qui font qu'aujourd'hui, les gens sont obligés de se mobiliser. Parmi ces points, aujourd'hui, celui qui se pose avec le plus d'acuité, c'est la question des enseignants décisionnaires. Vous savez, parmi nous, il y a des fonctionnaires, mais il y a aussi des décisionnaires. Je le dis très souvent, quand vous venez à une rencontre, ou bien quand vous venez dans un lycée, ou bien dans un établissement d'enseignement primaire, vous ne pouvez pas faire la différence entre le décisionnaire et le fonctionnaire. Mais quand les deux vont à la retraite, le décisionnaire voit ses revenus divisés par 10. Vous étiez à 700 000, vous vous retrouvez avec 60 000, 65 000 ou 70 000. Et tout le monde sait que dans ce pays, l'emploi salarié permanent est très rare. Donc vous pouvez avoir des enfants qui n'ont pas encore de travail. Et c'est les retraités souvent qui continuent à entretenir les familles. Avec 70 000 à Dakar, on ne peut même pas avoir une bonne. C'est une situation extrêmement préoccupante qui demande de la part de l'État une célérité pour régler cette situation-là. La question de la pension des enseignants décisionnaires. Il faut que cette question-là soit réglée. Aujourd'hui, nous avons 2 décrets qui sont dans le circuit pour signature. Mais il faut le dire tout de suite, ces décrets-là ne régleront pas la question de la retraite. Ces décrets peut-être concernent le reclassement et d'autres points, mais la question nodale de la retraite ne sera pas réglée. Et ça risque encore de créer un autre problème. Ce que nous pensons comme solution d'abord, c'est qu'il faut tout faire pour faire disparaître le corps des décisionnaires. Il faut l'extinction du corps des décisionnaires. Ça ne doit plus exister. Et ça, c'est simple. Hein. Soit l'État nous dit, même après 35 ans, quand vous intégrez la fonction publique, vous êtes versé comme fonctionnaire, ou bien qu'on ne recrute que des gens qui ont moins de 35 ans. Et la situation est réglée. Parce que tant qu'il y aura encore des décisionnaires qui seront recrutés, la situation de précarité va demeurer, elle va continuer. C'est pourquoi nous pensons donc qu'il faut prendre une décision radicale. Par exemple, l'examen d'entrée à la FASTEF, on peut dire, vous ne pouvez pas faire l'examen si vous avez plus de 32 ans. On sait que la formation au maximum, ça dure 2 ans. Vous sortez à 34 ans, vous intégrez la fonction publique, vous êtes fonctionnaire. Ou bien on nous dit maintenant, même si vous avez 35 ans, vous devez être versé dans la fonction publique. Parce que la différence, c'est au niveau des cotisations. Le fonctionnaire, il cotise au Fonds national de retraite. Il cotise près de 15%, près de 16% de son salaire. Le décisionnaire, il cotise au niveau de l'IPRES. Il cotise moins de 8% de son salaire. Et c'est ça qui fait que quand les deux vont à la retraite, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, mais c'est très simple. Il suffit de demander aux décisionnaires de cotiser plus et de cotiser au FNR, qu'on fusionne les deux caisses.
la caisse de l'IPRES et la caisse du FNR pour en faire une seule caisse et que tout le monde puisse avoir la même retraite. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un consacre 25 ans de sa vie à servir son pays et une fois à la retraite, il se retrouve dans la misère. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Donc ça, c'est une question vraiment très forte, une attente très forte des syndicats d'enseignants. La deuxième question importante pour nous, c'est la question du système de rémunération. Une question fondamentale, l'épine dorsale même de nos revendications. Nous sommes dans un pays où la fonction publique est organisée en hiérarchie. Et les hiérarchies, c'est selon les diplômes. Quand vous êtes Bac plus 2, par exemple, vous êtes à la hiérarchie B2. Quand vous êtes Bac plus 6, vous êtes à la hiérarchie A1. Ainsi de suite. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a mis les hiérarchies. Quand on met les hiérarchies selon les diplômes, c'est pour que les gens puissent être rémunérés selon les hiérarchies. Mais ici, vous trouvez un agent qui travaille dans les régies financières. Vous le comparez à un agent de la hiérarchie A1 dans l'éducation. Celui qui est dans les régies financières et qui est à la hiérarchie B, il peut payer 2 fois ou 3 fois l'enseignant qui est de la hiérarchie A1, la hiérarchie supérieure dans la fonction publique. Pour nous, ça, c'est une anomalie. Une très grosse injustice qui a été faite aux enseignants depuis des années. Et l'argument qu'on nous oppose tout le temps, c'est quoi? C'est l'argument du nombre. Vous êtes nombreux. Ah, donc, quand les gens sont nombreux, ils n'ont pas droit à un traitement de qualité. Un État sérieux ne peut pas dire ça. Les enseignants, quand ils sont nombreux, c'est parce que les écoles sont nombreuses. Il n'y a pas ici un enseignant qui n'a pas d'emploi du temps. Maintenant, l'éducation, elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. Quels que soient les investissements que vous pouvez mettre dans l'éducation, il n'y a pas d'investissement plus important que l'investissement sur le capital humain. Parce que quand les hommes ne sont pas bien formés, le pays ne peut pas aspirer au développement. Il ne peut pas y avoir de discipline. Et sans discipline, il n'y a pas de développement. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps que le gouvernement vienne, qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on puisse donc régler la problématique du système de rémunération. Qu'on puisse s'accorder sur ce qu'ils appellent, eux, le rebasing salarial. Le rebasing salarial, c'est quoi? C'est qu'il faut remettre à plat tous les salaires et constituer une nouvelle grille salariale qui va prendre en compte donc les hiérarchies. Nous, c'est tout ce que nous demandons. Regardez bien aujourd'hui dans ce pays. Vous êtes professeur de philo, Bac plus 6. Vous faites 20 ans. Vous avez même du mal à avoir un toit. Vous avez votre jeune frère. Vous l'aidez à faire une formation. Il réussit au concours de l'ENA. Il devient inspecteur des douanes ou inspecteur des impôts et domaines. Vous qui avez fait 20 ans, il fait 5 ans, il construit R plus 2 ou R plus 3. Alors que c'est vous qui l'avez aidé. C'est vous qui avez payé ses études. Et vous, vous êtes là, vous ne pouvez même pas avoir un terrain. Ça, c'est une situation qui ne peut plus continuer. Parce que nous sommes dans un pays où l'avoir prime sur l'être. Il faut que les gens le comprennent. Nous n'avons pas le complexe de réclamer de l'argent. Nous n'avons pas ce complexe-là. Parce que quand vous faites votre travail correctement, on doit vous payer de façon correcte. Maintenant, celui qui ne travaille pas, il peut ne pas réclamer son argent. Mais on ne peut pas être dans une fonction publique à 2 vitesses, où il y a des gens à qui on refuse tout et d'autres à qui on accepte tout. Il faut que les enseignants soient conscients de cet état de fait et que même dans leur tête, qu'ils intègrent le fait que cette question-là, il faut qu'on la règle et c'est bien possible. Moi, je dis toujours aux gens, c'est la mission de notre génération. Les autres générations ont eu des acquis. Les Mamadou Diop Castro, si aujourd'hui on organise le mouvement national, c'est grâce à ces gens-là. Ils se sont battus pour que les enseignants soient affectés de façon démocratique. Ce qu'on appelle la gestion démocratique du personnel. Dans les autres corps, on se réveille, on bonjour, on t'amène à Kédougou. Dans le corps enseignant, ce n'est pas possible. Et nous sommes souvent cités en exemple. Nous, notre génération, je pense bien, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'équité salariale.
dans la fonction publique. Et tout le monde sait qu'en 2014, il y a eu une étude réalisée par le cabinet MGP Afrique et qui dit clairement que les enseignants sont victimes de discrimination en ce qui concerne donc le système de rémunération. L'engagement que ce gouvernement avait pris dans son livre-programme, c'est qu'une fois élus, ils vont donc appliquer les conclusions de l'étude sur le système de rémunération. 2024-2026, ça fait 12 ans que l'étude a été réalisée, mais les conclusions n'ont jamais été appliquées. Donc, sur le système de rémunération, chers collègues, chers camarades, il nous faut une mobilisation exceptionnelle pour réussir à vraiment corriger de façon définitive le système de rémunération. C'est vrai, en 2022, il y a eu un début avec ce qui s'est passé. Mais ça, ce n'est que le début. Et quand on a augmenté pour les enseignants, quand les enseignants sont retournés dans les classes, l'État s'est mis à augmenter pour tous les autres corps qui n'avaient même pas demandé d'augmentation. Donc, quand vous voulez réduire le gap, vous augmentez pour ceux qui sont en retard et vous augmentez pour ceux qui sont largement en avance, mais le gap, au lieu d'être voilà, écourté, il s'élargit. Il s'élargit. Et c'est ça la situation aujourd'hui. Parce que nous ne posons pas cette question seulement sous l'angle financier, mais c'est aussi sous l'angle de la justice et de l'équité. On ne peut pas nous dire que les enseignants font un travail qui n'est pas important. Ce n'est pas possible. En quoi un inspecteur des impôts et domaines est-il plus méritant qu'un inspecteur de l'éducation? Sans éducation, il n'y a pas d'inspecteur des impôts et domaines. L'éducation est à la base de tout. Vraiment, c'est un plaidoyer que je voulais faire sur cette question et je pense que nous devons être conscients de la situation et nous mobiliser en conséquence. Amener le gouvernement à discuter. C'est vrai, on va nous dire qu'il y a une situation économique difficile, tout ça, la conjoncture. Mais cette situation difficile ne va pas rester éternellement difficile. Il y aura une amélioration. On a dit déjà que l'année 2026, c'est l'année de la relance. Puisque c'est l'année de la relance, que les gens s'assoient autour d'une table. On ne dit pas qu'il faut nous donner tout de suite ici des millions ou des milliards. Mais au moins que les gens s'assoient, qu'ils nous disent que nous avons fait cette promesse de corriger le système de rémunération. Voilà comment nous comptons le faire. En 2027, nous allons faire tel pas, en 2028, tel pas, en 2029, etc. On s'accorde sur l'échéance. Une fois que c'est fait et que c'est signé, chacun va retourner à son travail et on attend l'échéance. Mais on ne peut pas venir faire comme si on n'avait jamais parlé du système de rémunération. Ça, ce n'est pas possible. Je le dis souvent aux gens, il faut que dans ce pays, que les gens soient beaucoup plus vigilants. Qu'à l'approche des élections, que les gens puissent lire les programmes des candidats et qu'ils se souviennent de leurs promesses une fois qu'ils sont au pouvoir. C'est seulement comme ça qu'on pourra faire un bilan objectif, en tout cas des régimes qui vont se succéder à la tête de ce pays-là. Donc vraiment sur cette question, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, il y a aussi la question des lenteurs administratives. Jusqu'à présent, les lenteurs persistent. On nous avait promis une digitalisation des procédures. Parce que nous sommes au XXIe siècle. Avec le numérique, les choses devraient aller vite. Très vite même. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on a connu par le passé. Pour avancer, même un avancement automatique, c'est la croix et la bannière. Vous avancez, pour être mis en solde, il faut encore courir derrière cette mise en solde-là. Les rappels, n'en parlons même pas. Les gens restent des années sans percevoir le rappel d'intégration. Et quand ces rappels arrivent, on est dans la surimposition. Ça devient un cycle infernal pour l'enseignant qui, au lieu de s'occuper de ses cours, passe tout son temps à essayer de s'occuper de sa carrière. Ça, c'est des choses qui doivent être dépassées. Le gouvernement actuel avait promis une interconnexion des plateformes e-solde, e-carrière, mais aussi Mirador. Et si on venait à réussir cette interconnexion, il suffit à l'enseignant juste d'avoir un mot de passe. Une fois qu'il entre dans la plateforme, il a toutes les informations concernant sa carrière. Donc ça doit être possible. L'autre chose, c'est que les lenteurs sont là parce que le circuit des visas est trop long.
Vous allez à la fonction publique, on génère le projet, ça doit passer par plusieurs bureaux. Et pourtant, c'est le même ministère. Normalement, quand il y a un bureau qui fait le contrôle qualité et que tout est OK, tous les papiers sont là, mais on doit pouvoir amener le dossier à la solde. À la solde, c'est la même chose. Il y a plusieurs bureaux. Le contrôle financier, hein, il y a donc la direction de la programmation budgétaire, le contrôle budgétaire. Il y a énormément de services par lesquels cet acte-là encore doit passer. Alors que dans un ministère, il suffit juste que quelqu'un fasse le contrôle qualité, qu'il mette un cachet et c'est fini. On amène au secrétariat général du gouvernement, l'acte est numéroté et l'acte va sortir. Mais si on doit faire plusieurs bureaux, c'est ça qui explique aujourd'hui les lenteurs administratives. Donc, il faut raccourcir le circuit des visas. Le ministère de la fonction publique doit aller dans ce sens. Vraiment, sur la question des lenteurs administratives, il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Il faut que le gouvernement fasse des efforts. Sur la formation, un enseignant ne devrait même pas faire de la formation une revendication. C'est l'État qui devait pousser les enseignants à aller se former. Parce qu'un enseignant, quand il est bien formé, c'est l'éducation, c'est la qualité de l'éducation qui gagne. C'est le pays qui gagne, c'est l'État qui gagne, ce sont les parents, ce sont les élèves qui gagnent. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Les enseignants ont des diplômes académiques élevés, mais ils ont du mal à mettre en valeur ces diplômes-là. Pour aller en position de stage, c'est la croix et la bannière. Et après, depuis 1 an, la formation n'a pas été organisée. Aujourd'hui, les passerelles, c'était un acquis, mais depuis des années, le concours des passerelles n'a pas été organisé. Pourtant, les gens, ils ont leur diplôme et ils doivent mettre en valeur ces diplômes-là. Parce que quand vous avez un diplôme académique, mais l'objectif, c'est de le mettre en valeur. Mais aujourd'hui, l'État peine à mettre les gens dans les conditions d'une bonne formation. Ils ont commencé avec les regroupements au mois de décembre. Mais la promesse, c'était la formation diplômante universelle. C'est-à-dire que tous ceux qui ont besoin de formation devaient être donc enrôlés pour cette formation-là. Ça n'a pas été le cas. Et il y a eu des difficultés avec l'enrôlement au niveau de la plateforme de l'UCAD, où on demande des papiers impossibles aux collègues. Parfois, on vous demande des documents qui datent de votre première année à l'université. Pour un enseignant qui a fait 10 ans, 15 ans, comment il va retrouver ces papiers-là? On ne peut pas traiter l'enseignant comme un étudiant simple qui va s'inscrire. Donc, sur la formation diplômante aussi, l'État doit prendre tout le monde en charge, que les gens puissent valoriser leur diplôme et que le système vraiment soit géré par des gens qui ont des diplômes de qualité. Et ça, ce serait une excellente chose. Il y a la question de la perte d'ancienneté. Parce que les deux sont liés. Vous êtes PCMG, vous faites la formation à la FASTEF. Après la formation, vous devez être reclassé pour devenir PM. Mais vous quittez la hiérarchie B pour la hiérarchie A. Vous imaginez, vous perdez 70% de votre ancienneté. Si vous avez fait 10 ans, vous perdez 7 ans. Ce qui fait que beaucoup de collègues, aujourd'hui, ils ont des diplômes, mais ils ne veulent plus aller en position de stage. Parce que s'ils vont en position de stage, ils vont perdre l'essentiel de leur ancienneté. Et ils risquent de ne pas plafonner jusqu'à la retraite. Ils préfèrent ne plus aller faire la formation. Ça aussi, c'est vraiment une hérésie et les gens devraient revenir sur ça. On pourrait comprendre que l'agent perde 30% et conserve les 70%. Quand vous êtes PM et que vous devenez PS, vous perdez 60% parce que vous restez dans la même hiérarchie. Mais cette perte d'ancienneté, elle est énorme et elle est préjudiciable aux camarades. À la limite, ça les décourage. Ils ne veulent même plus aller en position de stage. Donc, c'est des combats que nous devons mener ensemble. Voilà en gros vraiment les grandes lignes de ce plan d'action et vraiment les grandes questions. Il y a la question aussi, sans l'oublier, de la
de la surimposition, je l'ai effleuré tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez un rappel de 3 millions, vous avez du mal à recevoir 2 millions. Et on nous dit que c'est des impôts. Nous considérons que ça, c'est un vol, c'est de la surimposition. Mais vous avez écouté le ministre de l'Éducation à l'Assemblée qui dit qu'il n'y a pas de surimposition. À la limite, même les enseignants sont sous-imposés. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas le même langage sur cette question-là. Notre conviction est qu'il y a surimposition parce que l'impôt se calcule sur la base de l'année et par tranche. Donc, si vous prenez tout le rappel d'intégration, vous le mettez dans le salaire annuel, c'est sûr que l'agent va changer de tranche. C'est comme quand vous payez les factures à la Sénélec. Il y a la première tranche, un nombre de kilowatts. Quand vous le dépassez, vous êtes dans la deuxième tranche. Quand vous le dépassez, vous êtes sur la troisième tranche. Et plus vous montez en tranche, plus ça devient plus cher. Donc aujourd'hui, peut-être la solution qu'il faudrait envisager, c'est de détacher les rappels du salaire. Et c'est des propositions qui sont faites. Nous allons travailler là-dessus avec les autorités parce que nous ne sommes pas des fiscalistes, mais je sais que ce qui se passe aujourd'hui sur les rappels, ça ne peut pas être la norme. Maintenant, l'impôt, c'est une loi qu'on appelle le Code général des impôts. Si c'est la loi qui discrimine et qui défavorise, mais il faut changer la loi. Une loi, elle peut être abrogée. On ne peut pas continuer à nous dire qu'on vous doit de l'argent pendant des années, mais quand vous payez cet argent-là, on va prendre une bonne partie sous forme d'impôt. On nous parle du FNR. Nous, on sait très bien qu'il y a un rattrapage du FNR, ça, on le sait. Mais malgré tout, ce qu'on prélève comme impôt, c'est exorbitant. Même sur les salaires. En dehors même des rappels. Parce que là, ils avaient promis quoi? D'élargir l'assiette fiscale. C'est-à-dire faire payer l'impôt à plus de Sénégalais qui devaient payer mais qui ne payaient pas. Et en le faisant, on pourrait desserrer les taux sur nos salaires. Parce qu'un salarié, il payait l'impôt pour lui et pour beaucoup d'autres qui ne payaient pas. Mais si maintenant il y a beaucoup de Sénégalais, plus de Sénégalais qui payent l'impôt, mais ces gens-là, leur impôt doit baisser. C'est une question de logique. Voilà, chers collègues, chers camarades, donc les quelques informations qu'on voulait partager avec vous, tout en vous remerciant de cette belle mobilisation. Je devais commencer par là peut-être, remercier le camarade Ndiaye, qui fait un excellent travail ici à Karang, dans le département de Foundiougne, mais surtout au niveau national. C'est un très bon ambassadeur pour votre commune. Quand il vient aux réunions du Conseil national, il ne parle que de Foundiougne. Tout le monde le reconnaît pour ça. C'est un véritable défenseur, un véritable avocat, en tout cas des enseignants de toute cette zone-là. Et il ne fait pas de distinguo entre les syndicats. Je sais qu'il m'a saisi plusieurs fois pour des collègues qui ne sont pas de son syndicat et pour des problèmes qui ne concernent pas son syndicat. Donc vraiment, ça c'est un travail remarquable qu'il est en train de faire. Nous remercions aussi tous les camarades qui sont d'autres syndicats et qui sont venus ici. Moi, je l'ai toujours dit, ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui pourrait nous diviser. Donc, nous devons être ensemble parce que, comme on dit, c'est l'union qui fait la force. Il faut qu'on soit unis. C'est pourquoi vous avez vu que le G7, lors de la conférence de presse, a même invité les syndicats non représentatifs. Et moi, je suis un grand défenseur de l'unité. Parce que la question des décisionnaires, mais c'est une question transversale. Ça concerne tous les enseignants. Même les chefs d'établissement sont les plus impactés. Si vous prenez la question du système de rémunération, vous savez, avant 2022, des augmentations là, l'IA avait une indemnité de suggestion de 60 000. L'IA, l'inspecteur d'académie. Le proviseur même qui est sous les ordres de l'IA, il percevait plus
qu'il y a normalement. Pourtant, il faisait les situations et peut-être on nous faisait des ponctions, etc. Mais avec notre grève, ils sont passés de 60 000 à 300 000 francs. Les proviseurs, les censeurs, leur indemnité de suggestion a été multipliée par 2. C'est juste pour dire que les combats que nous menons, finalement, tout le monde en bénéficie. Le 7 janvier, on a signé un décret pour la généralisation de l'indemnité de logement. 100 000 francs, parce que l'indemnité de logement des enseignants est à 100 000 francs. Et avant, l'indemnité de logement n'était réservée qu'aux enseignants, d'abord aux instituteurs. Puis élargie aux professeurs. Parce qu'au départ, les instituteurs, il y avait des noirs. Donc, ils avaient droit à l'indemnité de logement. Mais les professeurs, il n'y avait que des blancs. Donc, des coopérants. Et quand ils étaient là, ils étaient déjà logés. C'est pourquoi l'histoire de l'indemnité de logement, c'est que les professeurs n'avaient pas d'indemnité de logement. Par la suite, maintenant, les premiers professeurs noirs sont venus et donc on réclamait l'indemnité de logement. Qu'on généralise l'indemnité de logement, ça ne nous gêne pas. Mais demain, quand on va se mettre à réclamer les avantages que les autres ont et que nous n'avons pas, il faut que le gouvernement l'accepte. Parce que ça, c'était un avantage que nous avions sur les autres travailleurs. Essentiellement, les travailleurs du secteur primaire qui ont posé le problème et qui se sont battus, c'est-à-dire pêche, agriculture. Donc, ce combat-là, c'est un combat que nous devons aussi continuer à mener. On ne va pas tirer sur l'État parce qu'il a accédé à la demande de camarades syndicalistes, mais que l'équité soit là pour tout le monde. On ne peut pas choisir des gens, on leur dit, vous n'aviez pas droit à cette indemnité de logement, maintenant on vous donne, alors que ces gens-là ont des avantages que les enseignants n'ont pas. Ça nous permet aussi de parler de la question du DMC. Le crédit DMC, c'est un crédit de 5 millions que l'État accorde aux fonctionnaires. C'est la même chose que l'indemnité de logement. Avant, le DMC était réservé uniquement aux enseignants. C'était moins de 2 millions. En 2005-2006, les doyens qui sont là savent qu'on a mené un combat âpre avec le régime du président Wade. Je rappelle que cette année, on avait boycotté le bac. Rien que le premier tour a pris 1 mois pour que les résultats soient disponibles. Cette année-là, on est passé de 3 500 jours à 25 000 francs pour les indemnités du baccalauréat. Avant, le bac n'avait pas d'enjeu. Les convocations traînaient, personne ne voulait les prendre. C'est maintenant que le bac est devenu un enjeu financier pour les camarades. Donc, cette même année, les gens ont demandé au président Wade d'augmenter l'enveloppe pour le DMC. Et il l'a amené à 5 millions. Quand il l'a amené à 5 millions, tous les autres corps, santé, agriculture, pêche, les corps habillés, tous ceux qui n'avaient pas demandé l'indemnité ou bien le DMC sont venus dire maintenant le DMC nous intéresse. Ce qui fait qu'à partir de 2007-2008, il y a eu une explosion du nombre de demandes et qui a fait finalement que le DMC a connu des difficultés parce que l'enveloppe c'était entre 12 et 16 milliards par année que l'État devait mettre sur la table. Finalement, l'État nous a dit avec le ministre Amadou Ba, qui était candidat et qui était ministre des Finances, qu'il faut aller vers l'externalisation, c'est-à-dire confier le prêt aux banques. L'objectif était de raccourcir les délais d'attente. Parce qu'on s'était rendu compte qu'on pouvait déposer en 2014 et jusqu'en 2024, on ne disposait pas du prêt. Et très souvent, le collègue qui voulait construire, il était pressé, il était obligé d'aller faire un prêt classique à la banque. Ou quand vous empruntez 10 millions, vous pouvez payer même jusqu'à 20 millions. Alors, on a confié ça aux banques, mais jusqu'à présent, vous voyez que le rythme est extrêmement lent. L'autre inconvénient, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, des camarades sont prélevés. On leur prélève 60 000 francs sur leur salaire pendant 5, 6, 7, 8 mois.
et ils n'ont pas encore reçu le crédit. Ça n'a pas de sens. Vous remboursez un prêt que vous n'avez pas encore reçu. C'est comme si je dis à Ndiaye, je vais te prêter 100 000 francs, mais en attendant, chaque mois, tu me donnes 10 000 francs. En attendant que je te donne les 100 000 francs. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc, l'externalisation aussi connaît des difficultés. Chers collègues, chers camarades, donc je voudrais vraiment encore une fois vous remercier de la mobilisation et vous dire que c'est ça que nous devons faire. Nous devons continuer à mener le combat parce que la lutte syndicale, c'est un éternel recommencement parce que les acquis sont de courte durée. Il y a toujours ce combat entre les acquis et l'État. À chaque fois que les gens s'arrêtent et arrêtent la lutte, l'État aura tendance à même revenir sur certains acquis. Donc il faut que les gens comprennent que c'est ça. Ce n'est pas parce que les gens veulent aller en grève qu'ils vont en grève, c'est parce que nous sommes contraints. Nous avons tellement lancé des cris d'alerte. On a parlé. Finalement, vraiment, les gens étaient obligés de bouger pour essayer de faire bouger les lignes. Sur ce, donc, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Maintenant, la base, ils peuvent jouer ou bien être dans ces circonstances, mais pas quand même, c'est ce qui nous dirige dans le mouvement syndical. Surtout les leaders syndicaux, je veux dire. C'est pourquoi ça crée problème, bien ça crée une polémique au sein de la masse des enseignants. L'autre, c'est quoi? Les décisionnaires. Vous avez parlé également des décisionnaires. Là également, ça peut créer un grand débat et un décisionnaire, par exemple, quand il compare son salaire à celui qui n'est pas décisionnaire, à la fin du mois, quand il perçoit, et le fonctionnaire, lui, quand il perçoit également à la fin du mois, il y a une très grande différence. Et cela crée, et la conséquence directe tout simplement à la retraite, il y a une différence. Maintenant, soit ils acceptent, par exemple, qu'on soit au même niveau quand on perçoit les salaires, pour maintenant penser à la retraite également. Cette question doit être réglée au préalable, je crois bien. La dernière chose, c'est l'accessibilité à ceux qui sont au directoire. Souvent, vous avez parlé de problèmes EG, mais nous également, ici à la base, nous avons des problèmes pour vous joindre. Il y a beaucoup de problèmes, hein. Souvent il y a des gens, si c'est des collègues, mais quand ils se retrouvent au directoire pour les appeler au téléphone, non, c'est un véritable problème. Ils vous entendent, mais ils ne répondent pas. Ça, c'est des situations, les collègues là en souffrent, c'est clair. Il y a EG, peut-être il est avec nous, quand il appelle, il prend, mais les autres là, bien, on s'est parlé au téléphone. Mais souvent, il y a des gens qui leur posent un problème, qui les appellent, mais ils nous font la sourde oreille. Mais ce n'est pas parce que vous êtes au directoire que vous ne répondez pas aux collègues. Là également, il faut penser à ça. Ça, c'est un véritable problème que les enseignants poseront toujours ici à la base. Bon, c'est ça que je voulais dire. Sinon, bon... Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci, chers collègues, pour la qualité des interventions, des idées qui ont été donc développées ici. Et c'est tout à fait normal parce que les enseignants, c'est des cadres. Et on peut souvent faire la remarque quand je vais souvent dans les établissements, je dis aux collègues que lors des AG, le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur que nous pouvons réunir ici, il n'y a pas un autre secteur ici qui peut faire une réunion et avoir autant de diplômés, avec des diplômes, autant de diplômes de l'enseignement supérieur. Prenez la santé, prenez n'importe quel autre, en tout cas, secteur ici à Karang. Ils ne peuvent pas réunir autant de diplômés de l'enseignement supérieur. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas, parce que le traitement peut-être salarial que nous avons n'est pas à la hauteur de notre qualité, que les gens perdent de vue que les enseignants, c'est de grands cadres de cette nation-là. À commencer par nous-mêmes. Parfois, les gens, dans les discussions, dans les bus, etc., ils ont même honte de se présenter comme enseignants. Et pourtant, les gens devraient être très fiers de ce métier-là. Les gens devraient être très fiers. C'est pourquoi, moi, à chaque fois que j'anime une assemblée générale, je ne suis pas surpris de voir que les gens ont de très belles idées. Et je peux vous dire ici qu'il y a beaucoup de choses que le G7 ou bien d'autres syndicats font pendant la lutte. C'est venu des AG comme ça. C'est des idées qui viennent des AG. Parfois, certaines rencontres même avec des autorités. C'est des militants simples qui ont fait les démarches.
C'est juste pour dire qu'il ne faut jamais sous-estimer ce que nous faisons ce matin. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, pour en revenir aux interventions, M. Faye Abdou, effectivement, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup échangé. Et ce que vous avez dit concernant la politique, c'est la réalité. Au niveau des leaders, très souvent, ça peut créer la confusion. Parce qu'il y a des leaders qui font 10 sorties, les 9 concernent la politique, peut-être c'est une seule qui concerne le syndicalisme. Mais nous, quand je dis nous, c'est le QSEMS surtout, parce que moi, je ne peux pas parler au nom de tous les syndicats. En tout cas, au QSEMS, tous les membres du bureau national ne doivent pas être dans une structure politique. C'est une condition. Parce que notre doctrine, c'est d'être à équidistance des chapelles politiques. Parce que nous avons essayé de tirer les leçons de ce qui s'est passé, en tout cas, il y a plusieurs années, où les syndicats assumaient clairement leur position politique. Et on a vu que ça portait préjudice à la lutte. Parce que quand votre parti est dans l'opposition, vous êtes tout le temps en grève. Une fois que ce parti-là arrive au pouvoir, vous demandez à ce qu'il n'y ait plus de grève. Et comme vous l'avez dit, le militant était perdu. C'est pourquoi d'ailleurs, les syndicats qu'on peut dire entre guillemets nouveaux, qui sont venus il y a quelques années, ont cherché par tous les moyens à éviter ça et à faire la distinction entre la politique et le syndicalisme. Maintenant, s'il y a des camarades syndicalistes qui assument leur position politique, bon, ça, on ne peut pas aussi vraiment leur empêcher, mais ce n'est pas souhaitable. Il faut qu'on puisse savoir, quand M. Faye parle, que ça, c'est le syndicaliste qui parle. Mais à un moment donné, s'il y a un mélange entre les deux casquettes, effectivement, les militants risquent de se perdre. Et de plus en plus, on voit que des syndicalistes sont reconvertis dans la politique. Mais nous sommes des intellectuels, nous savons faire la part des choses. Quand quelqu'un tient un discours uniquement pour des raisons politiques, je sais que les enseignants sont suffisamment intelligents pour comprendre que celui-là, il parle pour ses intérêts crypto-personnels. Et quand il parle pour eux, les enseignants aussi sauront faire la différence. Donc, de ce point de vue, on peut compter sur la capacité de jugement des militants. Et c'est tout ce que nous pouvons faire. En tout cas, nous, ce que nous pouvons assurer, c'est que nous ne sommes ni pro ni contre un tel. Nous sommes là pour les enseignants. Et c'est ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, le militant simple, on ne peut pas lui refuser le droit d'être dans la politique. Tout ce que nous lui demandons, c'est comme l'a dit le doyen tout à l'heure, de faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est le parti qui appelle, je vais aller à mes activités politiques. Mais même si mon parti est au pouvoir, quand mon syndicat appelle à une mobilisation, je serai le premier à me mobiliser. Parce que quelles que soient les fonctions que vous allez occuper durant le régime, à la fin du régime, vous allez redevenir enseignant. Et vous n'aurez que votre retraite en tant qu'enseignant. Si vous refusez de vous battre, quand vous serez à la retraite, vous comprendrez que vous avez fait une grave erreur. C'est juste cela. Et ça, c'est tous les corps, même les autres corps qui sont nommés dans le gouvernement, quand vraiment leur corps est en danger, ils se mobilisent et ils se battent à leur côté. Parce qu'ils savent qu'après tout, leur métier, c'est être inspecteur des impôts et domaines ou bien être enseignant. Quand on est enseignant à vie. On est toujours enseignant. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Pour les décisionnaires, la comparaison, c'est vrai. À cause des cotisations, le décisionnaire, quand il est en activité, il perçoit plus que le fonctionnaire. Mais évidemment, nous, quand nous disons qu'il faut fusionner les caisses, ça veut dire que tout le monde va cotiser la même chose. Mais on ne peut pas dire aux gens, vous allez cotiser moins, mais vous allez avoir les mêmes avantages. Il y a des préalables, mais les collègues ne refusent pas de cotiser. Les collègues, volontiers, ils accepteraient de cotiser autant que les fonctionnaires, mais on ne leur permet pas. Il faut savoir que le corps des
décisionnaires n'existe qu'au Sénégal. Il n'y a pas un autre pays au monde où il y a des décisionnaires. À l'époque, Senghor avait pensé que l'État n'avait pas les moyens de ne recruter que des fonctionnaires et qu'il fallait créer un corps peut-être, entre guillemets, précaire, mais qui va pouvoir faire le travail. Mais ça, c'était une solution conjoncturelle. Il y avait la conjoncture. Aujourd'hui, cette situation est dépassée il y a presque 50 ans. On ne peut pas continuer à évoquer cette conjoncture pour maintenir les gens dans la précarité. Il faut une solution radicale. Il faut une solution radicale pour donc vraiment éteindre le corps même des décisionnaires, que tout le monde cotise les mêmes montants et qu'une fois à la retraite, que tout le monde puisse avoir une retraite décente. Donc sur le corps des décisionnaires, c'est ce que je pouvais dire. Maintenant, pour la disponibilité, nous avons pris bonne note. Et moi, je suis joignable à Abdou. On a tellement échangé. Je pense que parfois, nous sommes, comme c'est le cas actuellement, en réunion ou bien en assemblée générale. C'est très difficile de prendre le téléphone et de faire l'AG en même temps. Parfois, c'est des réunions avec le gouvernement, mais à part ça, bon, je pense qu'on est des frères, des amis. En tout cas, personnellement, moi, je pense que quand vous m'appelez et vous n'arrivez pas à me joindre, quand je sors, je trouve toujours le moyen de vous rappeler. Et souvent, on a échangé, mais quand même, on prend bonne note de cette remarque-là. Monsieur Ngom, par rapport à l'histoire des 30 millions, donc, effectivement, comme vous l'avez suivi, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'étais le trésorier général national. Donc, je fais souvent des contrôles au niveau du compte. Et je demande le relevé. Et un jour, j'ai demandé le relevé. On m'a donné un montant. J'ai dit au chef d'agence qu'il y avait une erreur. Parce qu'au départ, je pensais que c'était une erreur. Je lui ai dit que non, nous, on n'a pas ce montant-là. Ce que nous avons là-bas, c'est supérieur à ça. Il m'a dit non, c'est ça. On a un peu discuté. Je lui ai dit donc, regardez les mouvements dans le compte. Et là, il me dit que le 27 août, on a retiré 30 millions des comptes. Je lui ai dit que ça, ce n'était pas possible. Parce que moi, je suis le trésorier. Le compte, c'est moi-même qui l'ai ouvert. Et je suis signataire. Alors, il m'a envoyé les documents et j'ai vu que le secrétaire général avait profité quelque part d'une complicité ou d'une négligence de la banque pour changer ma signature. Et dans la foulée, il avait retiré 30 millions. Donc, quand ça s'est passé, le Conseil national, qui est constitué de l'ensemble des départements, a déposé une plainte collective. Donc, la plainte a été instruite, l'enquête a été bouclée au niveau de la DIC, et aujourd'hui, le dossier est sur la table du procureur. Donc, la procédure suit son cours, c'est ça la procédure normale. Vous savez qu'un dossier qui est pendant en justice, on ne peut pas entrer dans les détails. Mais je peux vous dire que c'est là où nous en sommes par rapport à cette procédure-là. Donc, Madame Diémé, par rapport au sort des enseignants qui ont des responsabilités dans les cases des tout-petits, c'est une préoccupation que nous prenons en charge et que nous allons aussi transmettre à la plénière du G7. Parce que nous sommes des enseignants du moyen secondaire. Très souvent, on maîtrise plus les questions du moyen secondaire. Mais n'empêche, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et Inch'Allah, à la prochaine réunion du G7 plénière, je vais insister particulièrement sur ce point-là. J'ai pris bonne note. Monsieur Sonko, donc il a abondé dans le même sens. Ça aussi, on a retenu. Et faire du G7 un syndicat fort. Bon, je ne dirais pas non, hein, parce que, comme vous l'avez dit, au départ, il n'y avait que le Sud-Est, le syndicat unique des enseignants du Sénégal. Et par la suite, il y a eu donc le SAES, ensuite le QSAMS, le SAEMS, etc. L'UDEN, surtout l'UDEN qui est né des flancs du Sud-Est. Vous savez, c'est ça aussi la vie des organisations. À un moment donné, peut-être certains ne sentent pas que leurs intérêts sont pris en compte. Je ne voudrais pas revenir sur certains détails, mais c'est comme ça. Parce que dans le Sud-Est, par exemple, le Sud-Est était constitué en majorité d'instituteurs.
C'est tout à fait normal, c'est par rapport au nombre. Et puisque dans la prise de décision, c'est la règle de la majorité, donc toutes les décisions qui étaient prises étaient favorables surtout à ce secteur. Et c'est ça qui avait poussé les professeurs d'université à se dire que peut-être dans ce contexte-là, leurs complaintes ne seront jamais prises en charge. C'était ça l'histoire. Maintenant, aujourd'hui que les gens ont organisé des élections de représentativité, qu'il y a des syndicats représentatifs, peut-être une unité organique, ce sera compliqué, mais au moins il y a cette unité d'action qui nous permet, quand il le faut, de se mobiliser et de mobiliser toutes nos bases. Maintenant, peut-être réfléchir, moi personnellement, et je l'ai dit lors de la dernière plénière, il faut réfléchir à une centrale syndicale et qui sera portée par les enseignants. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que toutes les centrales ont comme locomotive des syndicats d'enseignants. Et il n'y a aucune centrale qui est dirigée par un enseignant. On utilise notre effectif, mais nous, on n'a pas de responsabilité. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Le G7, là, est plus puissant que toutes les centrales que vous voyez ici. Donc, les gens peuvent se regrouper et créer une centrale syndicale. Ça va nous permettre de lutter même pour des questions qui ne concernent pas seulement l'école. Parce que quand il y a augmentation du prix du riz, on ne peut pas dire aux collègues, allez en grève pour ça. On va nous dire, vous n'êtes pas les seuls travailleurs impactés. Mais c'est ça le rôle de la centrale. La centrale prend en compte les revendications qui touchent au pouvoir d'achat des travailleurs et qui concernent tous les secteurs. Peut-être dans ce sens, les gens pourraient aller vers cette unité-là. Donc, M. Sow est revenu sur le cas des décisionnaires. Bon, le décret n'est pas encore signé. Il a été adopté en Conseil des ministres. Pour vous dire la vérité aussi, le premier projet de décret, c'était depuis l'Ancien Régime. Quand on l'a présenté aux syndicats, les syndicats avaient fait des amendements. Mais aucun syndicat aujourd'hui ne peut vous dire si les amendements ont été pris en compte ou pas. Parce que depuis lors, les syndicats n'ont pas revu le document. Maintenant, ça a été adopté en Conseil des ministres. Ce que les gens demandent, c'est la signature. Parce qu'il faut l'adopter d'abord avant de le signer. Le gouvernement a promis la signature avant la fin du mois de janvier. Nous sommes au mois de janvier. Je sais que le décret sera signé. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le décret va régler le problème? C'est là où se situe la véritable question. Est-ce que le corps sera supprimé? Pour être honnête, l'État n'est pas encore dans les dispositions. Parce que vous savez, les décisionnaires, ça ne concerne pas seulement les enseignants. Si vous allez dans la santé ou bien dans le secteur primaire, les décisionnaires sont beaucoup plus nombreux que les fonctionnaires. Si vous prenez des travailleurs de la santé, peut-être sur 10 travailleurs, les 8 sont des décisionnaires. Parce que dans la santé, vous pouvez être contractuel pendant 15 ans. C'est pourquoi d'ailleurs, parfois, il faut reconnaître le travail qui a été fait par les syndicats d'enseignants. Des fois, les gens sont très critiques, disant que les syndicats ne font rien. Avant, c'était la même chose. Hein? Les doyens sont là. Vous pouviez rester 8 ans sans être intégré dans la fonction publique. C'est en 2011-2012 que les gens se sont battus pour l'intégration universelle. C'est-à-dire, si vous faites 1 an de contractualisation, vous avez droit à être intégré dans la fonction publique. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Il faut qu'on aille vers l'immatriculation de sortant des écoles de formation. C'est-à-dire, vous sortez avec votre matricule. Même cette année de PC, ce n'est pas normal. Il n'y a pas de magistrat contractuel. Pourquoi on doit avoir des enseignants contractuels? Vous sortez avec votre matricule. Moi, personnellement, je n'ai jamais été contractuel. Je suis sorti de l'école normale avec mon matricule. J'ai commencé à travailler comme fonctionnaire. Je n'ai jamais été dans les corps émergents. C'était comme ça avant.
Et ça, c'est possible et ça va nous éviter tout ce qu'on a dit ici, les lenteurs administratives, les rappels d'intégration, tout ça, ça ne va pas exister. Parce que votre premier salaire est un salaire de fonctionnaire. C'est ça la revendication. Mais le corps, ils ne sont pas encore dans les dispositions. Mais vous savez, tout est question de rapport de force. Si tous les secteurs se mobilisent et se battent pour que le corps soit supprimé, le corps devrait être supprimé. Si le rapport de force nous est favorable, on peut obtenir même des choses qui vont au-delà de nos attentes. Mais si les collègues continuent à diriger des classes de terminale, de troisième, il faut que je fasse court, le rapport de force nous sera défavorable et on n'obtiendra absolument rien du tout. Il faut que les gens soient conscients de ça. Les lenteurs administratives avec la voie hiérarchique, je l'ai dit, et surtout le service d'accueil. Ça pose un sérieux problème, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les ministères. Et comme vous l'avez dit, c'est des collègues. Hein? Dans les ministères, à l'office du bac, partout, les gens là, c'est des collègues, c'est nos collègues. Mais ils sont là-bas, ils pensent qu'ils n'ont jamais été dans les classes. Ils manquent du respect à tous ces camarades qui viennent de loin et qui viennent régler un petit problème. Ces camarades n'auraient même pas dû se déplacer pour ça. Mais vous venez, on vous ignore, on vous rabaisse et c'est vraiment regrettable. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est d'insister au niveau de ces services-là et nous battre pour qu'on nous donne le respect que nous méritons. Donc, M. Diatta a dit qu'il faut éviter les grèves qui durent. Je dirais que j'ai envie de dire que vous avez raison, Diatta, mais vous savez, les protagonistes, il y a nous, il y a l'État. Je l'ai dit récemment dans une sortie médiatique. La première rupture à laquelle nous nous attendions, c'était un gouvernement d'anticipation. Je sais que si je ne paye pas les examens jusqu'au 30 novembre, il y aura des grèves. Je n'attends pas le 30 novembre. Je paye au mois de septembre. Ça nous évite la crise. Parce que ce qu'on a connu jusque-là, c'est quoi? C'est des régimes où on attend jusqu'au 10e ou 11e plan d'action avant de convoquer les syndicats. Dans ce cas, à qui la responsabilité? Quand vous faites un préavis, c'est pour qu'on vous convoque avant même que vous puissiez aller en grève. L'État a 1 mois. Il ne convoque pas. 1 mois après, vous commencez à dérouler des plans d'action. Il ne convoque pas jusqu'au 10e ou 11e. Mais vous n'avez pas de responsabilité dans ça. C'est l'État qui est responsable parce qu'ils veulent laisser pourrir la situation. Nous, on aurait aimé qu'on règle les problèmes même sans un seul mot d'ordre. Ce serait l'idéal. Les mots d'ordre là, ça nous fatigue. Vraiment, donc, on voudrait bien éviter ça, mais il faut que l'État joue le jeu. Diversifier les méthodes de lutte, je pense que vous avez raison sur cette question-là. C'est pourquoi d'ailleurs, on a prévu une marche. C'est une forme de lutte. Peut-être demain, il y aura un port de brassard rouge, il y aura la présence négative, il y aura donc le boycott des évaluations. Mais la grève aussi, c'est comme ça. On ne se réveille pas un premier jour et on jette dans la bataille toutes ces armes. On y va étape par étape. Et tout dépend de l'attitude de nos interlocuteurs. S'ils sont dans les dispositions pour régler les problèmes, il n'y a aucune raison d'accélérer la cadence. Maintenant, s'ils ne sont pas dans les dispositions, il faut accélérer les choses pour les amener à s'asseoir autour d'une table. Donc, je crois que c'est les questions qui étaient posées et je pense que nous avons fait le tour des questions, M. Ndiaye. S'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait vraiment... Oui, allez-y, c'est monsieur Tchoun. Monsieur Tchoun. Pour arriver au pouvoir, ils sont passés par beaucoup d'épreuves. Malgré tout, ils étaient engagés et déterminés et ils ont atteint les objectifs. Donc nous aussi, c'est un bel exemple. Si on ne peut pas être déterminé et engagé, on ne peut pas atteindre ces objectifs. Ce n'est pas seulement la grève, c'est dans la vie, c'est comme ça. Il faut être engagé et déterminé. Maintenant, la question des notes, effectivement, souvent l'État, ce qui l'intéresse, c'est les statistiques, que ce soit chez nous comme dans les autres secteurs. Si vous voyez dans la santé, ils vont moins en grève, mais ce qu'ils font, c'est la rétention
des données, pour que l'État ne puisse pas avoir les données, parce que c'est sur la base des données que les bailleurs de fonds vont donc financer soit l'éducation ou bien la santé. Vous voyez un peu. Mais vous voyez, la question des notes, peut-être c'est une question que nous allons aborder lors des prochaines rencontres. Et vous avez bien fait de rappeler l'épisode de 2016, parce qu'en 2016, effectivement, nous avons frôlé la radiation. Mais c'est ça le risque. Il n'y a pas d'action dans la vie qui ne comporte pas de risque. Et le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas prendre de risque. On ne peut pas être dans la vie et de ne pas prendre de risque. Il y a un proverbe qui dit que ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Ils ont déjà perdu. Donc, pour les phares, c'est vraiment un problème qui revient tout le temps. La plupart du temps, d'ailleurs, les collègues estiment que ça prend trop de temps, que les gens passent presque tout le temps maintenant à évaluer. Ils n'ont plus le temps pour progresser dans les programmes. Et je pense que c'est des points d'attention et qui méritent réflexion et que nous allons poser sur la table du ministère de l'Éducation nationale. Et vous avez parlé d'un problème de cohérence. Parce que quand vous n'avez pas le personnel suffisant, vous avez fait une réduction horaire, même pour les cours, et vous demandez aux gens de faire de la remédiation, effectivement, c'est une incohérence. Ce qu'il y a, c'est que l'État doit recruter suffisamment d'enseignants. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit criard en nombre d'enseignants, même s'il y a des efforts qui sont faits ces 2 dernières années. Mais il faut que l'État recrute énormément d'enseignants pour pallier ce déficit-là, parce que le déficit est énorme. Le déficit est énorme. Maintenant, par rapport au calendrier des examens et des concours, ça aussi c'est un problème. Nous l'avons remarqué, par exemple pour les inspecteurs, les gens, ils font le concours pendant l'année scolaire. Et dès que les collègues sont admis, ils quittent leur poste pour aller faire la formation et ils ne sont pas remplacés. Forcément, les gens sont obligés de redistribuer ces heures-là aux collègues qui sont déjà surchargés. Donc, ce serait mieux de faire ces concours-là pendant les vacances et de remplacer les collègues durant le mouvement national. Ça, quand même, je pense que c'est une remarque pertinente. Merci, M. Diom, pour les témoignages à l'endroit de notre camarade Babou, qui est là et qui fait un excellent travail. Ça, je pense que tout le monde le sait. Maintenant, s'agissant de l'environnement scolaire, vous avez raison. Non seulement il y a les classes pléthoriques, mais il y a beaucoup de problèmes concernant les abris provisoires. Il y a beaucoup de problèmes qui concernent l'environnement scolaire. Et nous en parlons très souvent, sauf que la presse, ce qui l'intéresse, c'est les questions à incidence financière, pour mieux peut-être nous diaboliser. Mais souvent, on parle de ces questions-là, mais c'est des questions que la presse n'a pas tendance à relayer. Mais c'est de grandes difficultés qui sont là. Un engagement a été pris par l'État actuel, en tout cas de résorber le gap en termes d'abri provisoire d'ici 2029. Donc le programme a été lancé. Maintenant, il s'agira aussi de construire plusieurs écoles pour désengorger ces écoles-là où il y a énormément d'élèves. Parce que la taille normale d'une classe ne doit pas dépasser 45 élèves. Mais dans certaines zones, vous avez des classes à Kermassar avec plus de 120 élèves dans le cycle secondaire. Même pas dans le moyen, cycle secondaire. Ça, c'est des classes ingérables et où il est très difficile de faire des évaluations. Donc, je pense que nous sommes conscients de ça. Les autorités elles-mêmes savent quelle est la situation. Mais n'empêche, il nous faudra continuer à insister et à répéter ces revendications parce que, comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Donc, je pense que nous avons fait le tour des questions. On ne va pas vous retenir plus longtemps. En tout cas, nous remercions tout le monde. Excusez-moi, sauf que la dame je mets entre vos mains que vous devriez porter au niveau des EG du G7. On a l'habitude à 40 d'organiser le 1er mai. Mais pour aucune fois, il y a eu la présence d'un EG national. On veut que cette année-ci, vous faites le plaidoyer. Nous voulons au moins 2 secrétaires généraux au minimum venir assister à la fête du 1er mai à 40. Je pense que je l'ai posé dans notre bureau du directoire et on espère que vraiment pour cette
fête du 1er mai 2026 que Karang, la commune de Karang, sera choisie par les EG du G7. En tout cas, c'est une doléance des enseignants de la commune de Karang. Je vous remercie. Merci. On vous remercie très chaleureusement. On vous dit que nous sommes là et nous allons continuer à travailler ensemble. Nous sommes une famille, que ce soit les administrateurs comme les adjoints. Parfois, il y a des problèmes entre nous, mais nous devons être plus forts que les problèmes. Et il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Bob Marley disait que quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, on doit pouvoir s'entendre. Parfois, c'est difficile, l'environnement, mais faisons tout pour être ensemble, parce que nous avons intérêt à être ensemble. En tout cas, c'est le message qu'on voulait faire passer ce matin. On remercie le SG Ndiaye et tous les camarades qui se sont déplacés pour venir, en tout cas, partager ces grands moments avec nous. Merci à vous et bon retour dans vos familles. Merci.